Bonjour. Bonjour, Bonjour bonjour, Jacques. bonjour. Bonjour à tous, merci d'être des nôtres pour ce nouveau live qui est le 40e. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Witt de l'agence SIPA Presse sur... bonjour Jacques, Bonjour. important. Ouais, Bonjour oui, Antoine. bonjour. Bonjour. Sur un contenu où on va parler d'images, certes. En fait, dans le scénario, on va s'appuyer sur les images de Jacques pour revenir sur son travail de photographe d'agence et pour voir un petit peu comment, au sein de l'agence, il a vécu cette révolution photo. En fait, ces 40 ans où on est passé de l'argentique complet au numérique et à la transmission. Donc, en gros, des F2, F3, je ne sais plus avec lequel tu as commencé. F1, F1. ouais. 40 ans, on l'a dit, jusqu'au Z9 aujourd'hui. Donc voilà un petit peu notre programme. Et puis dans la deuxième partie de cette conférence, on va ouvrir un petit peu sur le journaliste citoyen, parce que Jacques couvre l'événement pour les médias nationaux, certes. Il voit arriver aujourd'hui tout un tas de personnes avec des smartphones qui sont un petit peu en recherche de scoop. Et je trouve que c'est intéressant également d'avoir son point de vue sur cette nouvelle activité un petit peu photographique. Aujourd'hui, donc, nous sommes en magasin. On a le plaisir d'être accueillis par Antoine et son équipe. Antoine, nous sommes où aujourd'hui ? On est à Image Photo Paris, on est ravis de vous accueillir chez Image Photo Paris. On est implanté sur le boulevard depuis de nombreuses années. On est une équipe assez jeune. On a Thomas, Flavie, Ludivine et moi qui sont à votre écoute et Claire qui s'occupe de la communication. On aime beaucoup aider les photographes pros et amateurs avertis. On a un bon service de location. C'est la particularité du magasin. Vous ne voyez pas, les plans caméra ne permettent pas de tout voir, mais je vous assure, il y a tous les produits Nikon, puisque vous êtes également agent pro, et vitrine derrière. Et si vous voulez suivre un petit peu l'activité du magasin, je crois qu'il y a 2-3 adresses à connaître. Évidemment, le site internet, et puis Facebook et Instagram, on fait toute notre communication. Bon, ben, une adresse que je vous conseille également. Merci Antoine. Je vous en prie. Jacques, c'est parti. C'est parti, on y va. Je te sens fermé là. Bah oui, non, ça va très bien. Non, je suis. Alors Jacques, je le connais en fait depuis que je suis chez Nikon, donc ça date un petit peu également. C'est vrai. Pas à l'époque du Nikon F, mais pas loin, c'était peut-être le F5. C'est possible. Par contre, pour nos amis qui sont en ligne et qui ne nous connaissent pas, qui ne te connaissent pas. Eh bien, ça fait plus de 40 ans que je suis dans la presse. J'ai commencé dans les années 80 à Strasbourg, en commençant dans un quotidien régional, les dernières nouvelles d'Alsace. Et puis, petit à petit... Donc là, on salue Alexandre Marquis aujourd'hui, qui est le responsable des photographes. Je pense qu'on doit nous écouter. Exactement. Et puis, petit à petit, je suis devenu correspondant de SIPA Presse dans l'Est. Et puis, jusqu'au jour où j'ai décidé de franchir le pas. Et je suis monté, comme on dit, dans la capitale. Et je suis arrivé chez SIPA Presse, dans le staff de SIPA Presse. C'était dans les années 85. Alors justement, puisqu'on parle de SIPA Presse, et puis on va revenir après sur ton bureau. En fait, moi, quand j'étais en école photo, ça faisait partie des agences mythiques. Il y avait 3 agences mythiques. On avait SIPA, Sigma, Gamma. Donc, c'était les 3 agences qui dominaient le marché mondial de la photo. SIPA était la petite dernière. Elle a été créée par un journaliste turc, Gökçin Sipayoglu, qui est, ça fait 50 ans. Et donc, elle est toujours en place. Elle existe toujours. Et la particularité de cette agence, c'était d'accueillir les jeunes qui voulaient commencer, qui n'étaient pas très aguerris. Gökçin Sipayoglu les accueillait tous, c'était welcome, venez. Bon, alors il n'y a parfois pas de moyens financiers derrière, mais on était bien accueillis. Donc, voilà. La légende raconte d'ailleurs que ce côté financier est important, que vous étiez capable de chercher des sous. Voilà, exactement. Alors il y avait parfois il fallait partir très vite, on n'est pas de sous, alors il y en a un qui descendait dans la machine à café, il ouvrait pour voir combien on pouvait récupérer dans la machine à café, et le type partait avec un sac avec des pièces de monnaie pour pouvoir faire son reportage. Et trouver un billet d'avion. Trouver un billet d'avion, etc. C'était toujours très compliqué à l'époque, mais parce qu'on manquait de moyens. Donc là, on était dans les années quoi, 80 80, dans ces années-là. Puis bon, il y a plein de photographes qui ont passé par SIPA. Justement, je crois qu'on les affiche à l'écran. Il y a Pierre Villard, il y a Godzabé, François Allaire, Thierry Bocon-Gibon. Bon, il y avait une trentaine de photographes quand même qui travaillaient pour SIPA. Donc on était quand même bien représentés. Et ça voulait dire aussi que chaque fois qu'il se passait un événement dans le monde, il y avait quelqu'un de Paris qui essayait de partir. J'ai la sensation, quand tu parles de tes collègues comme ça, que vous étiez une famille de reporters. C'était un peu une famille, mais il y avait quelques rivalités entre nous, parce que ça, c'est vos frères. voilà, mais parce que
s'il y avait un événement, je sais pas moi, qui se passait en Libye, il y avait au moins 3 ou 4 personnes qui disaient je vais y aller. Bon, après, il fallait faire un choix. Donc, le type qui partait était content, mais ceux qui restaient sur Paris, ils faisaient un peu la tronche. Enfin bon, mais c'était la règle du jeu, hein, à l'époque. D'un autre côté, on est d'accord, vous battiez pour aller travailler. Hein. Ah bien sûr. Ça, c'était évidemment, on se battait pour prendre un avion pour aller couvrir un événement. Hein. Alors là, on a quelques images un petit peu qui sont la patte de SIPA. Eh ben oui, par exemple, pour moi, on a la fameuse photo de Mesrine pris dans la prison de la santé par Comity. Tout ça, c'est des scoops. À côté, on a la photo d'Action Directe. Alors ça, c'est aussi un peu extraordinaire. C'est Pierre Villard qui était en planque sur Caroline de Monaco. Et en fait, le commando Action Directe se fait arrêter à côté. Donc il est là, il fait des photos. Bon, les flics lui sont tombés dessus. Arrêtez de faire des photos. Bon, enfin, il a réussi à faire ses photos et elles ont été diffusées dans le monde entier après. Alors, je crois que la particularité de vos 3 agences avec Gamma et Sigma, c'était d'être à l'international, d'être également reconnu par les titres américains. Eh ben, on travaillait, à l'époque, évidemment, on travaillait beaucoup pour les Américains. C'était Time et Newsweek qui nous finançaient nos reportages. C'était l'âge d'or de la photographie parce qu'en fait, dès qu'on partait quelque part, on avait soit Time, soit Newsweek qui nous payaient tous nos frais. Il fallait juste leur envoyer d'abord la production. La production n'était pas gênante par rapport à la sortie des magazines en Europe. Donc, pour nous, c'était tout bénéfice. Hein. On partait, on avait nos frais payés, on faisait notre reportage. Les photos arrivaient à Paris, on envoyait la production à New York, qui faisait un choix. Mais entre-temps, nous, on pouvait diffuser en Europe. Et donc, c'était tout bénéf pour nous. Hein. Tu me fais pas le coup de ce qui était mieux avant. Hein. Je dis pas ça, mais c'était. Avant, il y avait de l'argent aussi dans les médias. Hein. Parce qu'à un moment donné, tout ça s'est coupé. Les Américains n'étaient plus là parce qu'il n'y avait plus d'argent. Donc là, on a un peu chuté dans le niveau des reportages qu'on faisait un peu à l'étranger, à droite et à gauche. Donc vous êtes reconcentré vers des choses. Exactement. Alors moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est parce qu'on se connaît, on a tous des bureaux. J'aime bien montrer également ton bureau à toi. Eh ben, mon bureau à moi, j'en ai pas finalement. Je suis sur le terrain, donc mon bureau, c'est le terrain. Donc, que je sois à Matignon ou à l'Élysée ou à l'étranger sur un champ de bataille, maintenant, dans les conditions actuelles, on part avec notre appareil photo et avec un ordinateur, il y a un moyen de transmettre ces images. Parce que faire une image, c'est très bien, mais si elle reste dans ton boîtier, ça sert à rien. Donc, il faut pouvoir envoyer cette photo. Et donc, là aussi, on a une transformation dans notre métier, parce qu'au départ, quand j'ai commencé, envoyer des photos, c'était tout simplement prendre des films, courir à l'aéroport, trouver un passager pour lui donner et pour qu'il puisse les ramener à Paris. Donc voilà, c'était comme ça qu'on transmettait nos images. Maintenant, c'est par ordinateur. Je crois qu'on va le voir un petit peu plus loin. On verra plus loin, mais enfin voilà, c'est là aussi, il y a une transformation dans notre métier. C'est tout l'objet de cette conférence, de parler à la fois de la transformation que les nouvelles technologies, donc Nikon, puisque tu as plaisir à travailler en Nikon, ont apporté dans ton agence. On va y revenir, mais également s'appuyer sur des images, et puis évoluer tranquille. Donc ça, c'est une image faite à Belfast. Donc là, tu étais jeune poulain. Hein. Donc là, j'étais jeune poulain, c'était en 81. Je me rappelle très bien de cette époque parce que j'étais à Belfast quand Mitterrand était nommé, était élu président. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais, il y avait l'enterrement de Bobby Sands. C'était les problèmes de l'IRA, c'était les émeutes à Belfast. Et donc, c'est une photo. Là, on travaillait en noir et blanc. À cette époque-là, je n'avais pas le problème d'envoyer les photos puisque je n'étais pas en commande et je faisais un magazine là-dessus qui a été diffusé après dans le quotidien régional. Donc, au bout d'une semaine, je suis rentré avec mes films, on les a développés, j'ai fait le choix des photos et c'est sorti dans les dernières nouvelles d'Alsace. C'était comme ça que ça marchait à l'époque. Ouais. Puis, tu as bougé un petit peu. Alors ça c'est après, donc je suis à Paris, je suis chez SIPA et donc je pars sur le Cap parce que on disait Mandela va être libéré. On n'avait pas de date, donc on est parti assez rapidement. On était de nombreux photographes et puis c'est arrivé un jour le soir on nous a dit Mandela est libéré le lendemain matin. Je crois que c'était vers 11h, etc. Alors ce qui était extraordinaire pour l'histoire de Mandela, c'est que Mandela il avait été emprisonné pendant 27 ans et on n'avait pas vu de photos. Donc on était à la sortie de la prison, on était avec des téléobjectifs et on a attendu le moment où Mandela allait sortir, mais c'est difficile d'imaginer sa tête parce qu'il a quand même 27 ans, on l'a pas vu. Il y avait une photo qui avait été diffusée la veille à la télé, mais moi je l'avais pas vue. Donc on était là, on attendait. Bon, la première personne que moi j'ai immédiatement vue, c'était évidemment Winnie Mandela, sa femme, et puis Mandela était à côté. Donc on a fait la série de photos
qui est vraiment qui Qui est un essaie peu d'attraper. historique puisque c'est la première fois qu'on voit Mandela. Et sorti de prison, je crois que ça bouge un petit peu Eh ben, ça dans le bouge Cap. évidemment au Cap. Alors il y a des manifestations qui se transforment en émeutes. Et puis les émeutes au Cap, c'est pas une manifestation ou une émeute à Paris avec les gilets jaunes, parce que là-bas, quand la police tire, c'est pas avec des balles à blanc, c'est des balles réelles. Donc voilà les scènes où tout le monde se couche parce qu'on entend des coups de feu, donc c'est-à-dire que c'est la police qui tire. Les gens qui cassent une vitrine, moi j'ai vu un jeune noir qui avait voulu piller un magasin, son corps était devant la vitrine, le type il avait été abattu immédiatement, donc Notre voilà. époque. Donc on fait attention, on se couche, on se relève, on essaie de faire des photos. Bon, c'est pas toujours évident, quoi. Alors là, on est à autre chose. J'ai oublié, je reviens un tout petit peu en arrière, juste pour l'histoire. Ouais. C'est ta conférence, tu fais Ouais, ce que je tu reviens veux. juste un petit T'es peu en chez arrière, toi. parce que là, le gros problème, ça se passe un lundi, et le problème, c'était d'envoyer les films à Paris, parce que match bouclé le mardi. Donc c'est là qu'on voit que c'était hyper compliqué, on voulait faire venir un jet, finalement non. On a finalement trouvé un passager qui partait à Johannesburg, qui faisait une liaison jusqu'à Francfort, et de Francfort, il y avait une autre personne qui prenait tous les films pour les amener à Paris mardi matin. C'est arrivé mardi matin, le temps de les développer, de les envoyer à Match. En gros, à 2 heures près, Match avait stoppé sa publication en attendant les photos. À 2 heures près, on a réussi à faire 2 doubles dans Match. Bon, c'était un miracle, mais ça montre tous les problèmes qu'on avait. Qui après, on va voir sur la prochaine avec les photo, nouvelles technologies. les nouvelles technologies. Là, on est en Chine avec le voyage de Chirac. Alors là, on travaille différemment. Alors, on travaille toujours en diapo, etc., mais on travaille aussi en négatif couleur. Alors, négatif couleur, pourquoi? Eh ben, ça nous permettait de faire développer les films sur place. On trouvait toujours des petites boutiques ouvertes 24h/24 en Chine, c'est toujours ouvert. Donc on faisait développer les films, on récupérait le négatif et on scannait les images. Après scanner les images, il fallait évidemment les envoyer à Paris. Donc on avait un ordinateur, un modem. Alors ça mettait parfois 6 heures ou 7 heures avec des coupures. On se réveillait la nuit pour regarder si ça passait ou pas. Mais les photos étaient 6 heures après ou 7 heures après à Paris. Et là, par exemple, pour cette photo, elle est arrivée 4-5 heures après avoir été prise. Là aussi, autre événement, c'est l'attentat du DC-10 du TA. Là aussi, c'est le côté aventure pour faire cette photo, parce que bon, on sait que cet avion a explosé en plein vol. Je pars avec une équipe de France 2 en jet pour essayer de repérer l'épave. Donc les pilotes arrivent à survoler l'épave. On a un problème d'essence, on va se poser au Tchad. Au Tchad, on se fait arrêter par la police qui nous dit mais vous n'avez pas de visa, qu'est-ce que vous faites ici? Alors on leur explique, on cherche un jet, on se pose pour prendre de l'essence, on va aller à Tombouctou pour essayer de se rapprocher de là où était tombé l'avion. Donc bon, on arrive à se dépêtrer, on arrive à atterrir à Tombouctou. Là où on retrouve les gens qui s'occupaient du Paris-Dakar, qui eux avaient des véhicules, qui nous disent ok, on vous emmène sur l'endroit. Mais l'endroit, nous, on avait juste une carte du désert avec un point, c'est ici, quoi. Donc le mec il dit on va trouver. On est parti, on a roulé une première journée, la nuit on s'est reposé, deuxième journée. Fin de la journée, il y avait des journalistes de France 2 qui n'en pouvaient plus, qui disaient j'en peux plus, je veux rentrer, on ne trouvera jamais cet avion. On dit mais si, les types étaient là, si, vous allez voir, on va trouver. Et le surlendemain, on est tombé dessus. Je ne sais pas comment, un miracle. Je ne sais pas comment on a pu arriver à cet avion. On est resté 2-3 heures sur le lieu pour faire le tour des photos. Bon, évidemment, là, c'est le cockpit du Boeing. Et puis après, on est reparti directement sur Tombouctou pour prendre l'avion et ramener les films à Paris. Et c'est en rentrant à Paris, par exemple, j'ai appris qu'il y avait un autre photographe, un copain de Sigma, qui était arrivé juste 2-3 heures avant, qui avait fait le même genre de photos que moi. J'aimerais qu'on ouvre un petit peu là-dessus, parce que je me rends compte, en regardant tes images, en fait, que finalement, ton job, c'est de raconter une histoire en une image. Ben voilà, c'est trouver la photo qui parlera de l'événement. Alors après, il y a des photos mythiques comme ça. Hein. On a des photos au Vietnam, Nikut avec la fameuse petite fille vietnamienne qui court nue parce qu'il y a eu un bombardement de napalm. On essaye toujours sur une histoire de faire des photos qui restent. On verra plus tard, je parlerai d'une autre photo sur le mur de Berlin. Mais bon, là on est à Berlin déjà, c'est pareil, là c'est un échange d'espions, c'est Tcharonsky qui est échangé. On est dans quelles années là? On est dans les années 88, 87. Là aussi c'est pareil, là on avait une information, on était là, puis on a attendu 3-4 jours, il faisait un froid de canard, -20, on attendait, on se relayait, il faisait tellement froid qu'on avait décidé de louer des camping-cars
pour pouvoir tourner, on passait 3 heures dans le camping-car pour se réchauffer, puis il y a un photographe qui faisait le guet pendant 1 heure dehors à -20. Alors la chance qu'on a eue, c'est que le jour où il y a eu cet échange, finalement, d'abord ça s'est fait de jour et pas de nuit, parce que ça aurait pu très bien se faire de nuit. Donc 2 jours, on n'avait pas eu de problème de lumière, et puis il faisait 1 degré, -1, donc on a pu travailler à peu près correctement. Donc voilà. C'était mieux avant. C'était différent, voilà. Voilà. Et là, on Je te est. charrie. Non, mais c'était différent. Il faut savoir maîtriser cette évolution et se dire on va avec l'évolution. On peut pas lutter contre ça. Là, on est sur une rencontre entre Fidel Castro et Mitterrand à l'Élysée. Évidemment, Fidel Castro, c'était toute une histoire, hein. Donc, c'était intéressant de le faire avec Mitterrand. C'était je crois que c'est le premier chef d'État français qui a accueilli Castro en France. Alors là, justement, je reviens sur ces fameuses images un peu mythiques qu'on peut faire. C'est un peu de chance, hein, parce que cette photo, je l'ai faite. En fait, j'allais à l'aéroport pour envoyer des films sur toute la production quand j'avais fait la veille. Et je me suis arrêté parce que j'étais un peu en avance. Donc, je fais cette photo. Alors, pour montrer l'intérêt d'une photo comme ça, donc on l'envoie, on ne sait pas toujours ce qu'on fait comme photo, on ne voit pas. C'est à Paris qu'ils font le choix, etc. Sur le mur de Berlin. Et puis c'est quelques années plus tard, un jour, ma fille rentre de l'école et il me dit « Regarde papa, la couverture de livre d'histoire, c'est ta photo. » Donc là, on se dit voilà, c'est un livre d'histoire, c'est un clair. livre d'histoire, donc c'est pas mal. Mais il y a d'autres histoires à raconter, par exemple sur le mur de Berlin. On voit cette photo, on voit ces tags sur le mur de Berlin. Ouais, parce Moi, qu'initialement, si j'ai suivi, en fait, tu n'étais pas à côté voilà, ouest, tu étais côté est. j'étais côté est. Moi, j'ai commencé à faire le reportage quand le mur s'est ouvert du côté est. Et là, c'était extraordinaire parce que c'est des gens du côté est qui pleuraient devant un mur, mais mur gris, parce que le mur de leur côté était gris. Et donc, j'ai vu des gens pleurer, des gens qui prenaient une espèce de tractopelle pour essayer de casser le mur. Ils ne savaient pas trop parce qu'ils ne savaient pas comment les soldats est-allemands allaient réagir. Enfin bon. Mais tout ça, ces photos ne sont jamais, enfin, on a très peu qui sont parus. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, d'abord c'était l'euphorie, et puis le mur était tagué. Donc il y avait des couleurs, c'était beaucoup plus joli de l'autre côté. Et donc c'est toutes ces photos qu'on a vues de l'autre côté, mais finalement, qui symboliquement, c'est quoi? C'est des gens de l'Ouest qui vont sur le mur pour aller faire un petit tour à l'Est et faire coucou, tout va bien. Le plus important, c'était comme les gens de l'Est qui voulaient se barrer et qui voulaient partir faire un tour du côté de l'Ouest. Je veux dire que l'esthétique de l'image a primé sur... Et l'esthétique de l'image a primé sur finalement le sujet historique. Et là, nous sommes en Allemagne, et c'est une conférence de presse de Mitterrand. Il était accompagné d'Helmut Kohl. Alors là, c'est un peu la surprise. D'abord, je venais d'acheter un 308, donc j'étais vachement content. C'est d'occasion. Non, alors, on est toujours content quand on achète une optique belle Nikon. Optique 308 Nikon, c'était le top du top à l'époque, hein. Et donc, conférence de presse, et je me rends compte que finalement, Mitterrand est sur un fond noir, et donc pour des portraits, l'éclairage était sympa, enfin, était bien, je me dis, je vais faire des portraits de cette... Et je commence donc à viser François Mitterrand. Et là, il y a une espèce de dialogue qui se fait entre lui et moi, un peu comme ça. Et il me regarde et il commence à prendre toutes les positions possibles en mettant sa main sur le menton, comme ça. Instagram. Enfin, j'étais là, c'était incroyable ce que je fais comme photo. Donc j'ai fait à l'époque 3 films, c'est-à-dire même pas 100 photos, hein, un peu 96 photos, enfin un peu plus, mais voilà. Et je suis rentré à Paris, je me suis dit, voilà, j'espère qu'on développe les films, j'espère qu'ils ne sont pas décrochés, parce que c'est arrivé qu'ils se décrochent dans la développeuse. On regardait dans la sécheuse si c'était bien exposé, parce qu'à l'époque, on travaillait en diapo. Donc, un diap de Surex, c'était fini, hein, la photo n'était pas bonne. Donc, voilà, mais tout était posé correct et tout. Sur la centaine de photos, on en a retenu une trentaine. Et avec ces 30 photos, j'ai dû faire, je sais pas, une vingtaine, trentaine de couvertures pendant 4-5 ans. Parce que dès qu'un magazine cherchait un portrait de Mitterrand, fond noir, c'était cette photo qui sortait. Enfin, c'était une de ces photos, parce qu'il y en avait plusieurs, hein, donc voilà. Alors justement, dans cette série, on fait ce qui, quand je l'ai regardé, parce que moi j'ai une culture photographe de mariage, on est dans le sujet en cadre, et je me suis rendu compte que tu avais énormément d'espace dessus. Alors justement, quand on fait des photos comme ça, quand on a des situations comme ça, on se pose, on va un petit peu en avant. D'abord, on laisse de l'espace un peu en haut parce que pour mettre le titre du magazine, hein, donc là, tu vises la couverture. On vise la couverture. Mais après, on peut aussi cadrer en largeur en laissant de l'espace à droite, un fond noir. Ça permet de mettre du texte, ça permet etc. Donc c'est vrai que quand on fait des photos, souvent on pense un peu à la mise en page derrière. Donc évidemment, à l'heure actuelle, parce qu'à l'époque, encore une fois, on est en diapo, on ne recadre pas.
Maintenant, en numérique, on peut toujours recadrer, etc. Donc, si je peux donner un conseil, quelque part, c'est cadrer plutôt large, parce que tu pourras toujours recadrer pour faire ton cadre. Parce que si tu cadres trop serré, après, c'est fini, la photo, elle est morte. Donc, prenez votre temps et puis cadrez large. Après, vous recadrez un petit peu. Ou alors, c'est une autre utilisation que l'on va voir plus loin, qui est la version Instagram et la version Exactement. autopromotion. Exactement. Ça, on y arrive un petit peu Donc plus là, tard. on est à un sommet du G7, je crois que c'était à Evian. Là, c'est pareil, c'est l'époque où on fait ça en négatif ou en diapo, on envoie les photos. Là, on est sur la déclaration de Chirac qui décide de se lancer dans la campagne présidentielle. Donc, il est évidemment, le petit problème pour lui, c'est que Balladur s'est aussi déclaré. Ses communicants décident de faire un tour en banlieue parisienne, faire un petit déplacement en banlieue parisienne. Donc, il faut que ce soit... on est très peu de photographes, et puis Chirac prend le RER. Donc, on monte dans le RER avec Chirac. Il s'installe au fond, et là, nous, on est 2-3 photographes, on est très discrets, et puis Chirac continue à regarder ses notes, et on fait quelques photos. Mais ce qui est extraordinaire quand on regarde cette photo, c'est que les deux personnes devant, bien sûr qu'elles ont reconnu Chirac, mais elles ne se sont pas retournées avec leur téléphone pour faire des photos. Les gens dans le wagon, pareil. Tout le monde a été là, un peu surpris, mais imaginez cette scène aujourd'hui, mais il y aurait 50 personnes autour de lui avec un iPhone, en train de vouloir faire un selfie. Donc voilà, c'est le genre d'image qu'on pouvait faire encore à l'époque, que maintenant, ça devient très difficile. Ou alors, il faut les mettre en scène. Ou alors, il faut les mettre en scène. Donc là, on a failli te perdre, je crois. Pardon ? Là, on a failli te perdre. Là, je suis entre la frontière Corée du Nord, Corée du Sud, un déplacement d'Alio-Marie. Et là, le gros bâtiment derrière, c'est la Corée du Nord. Et il y a une ligne là qui est au milieu, et tous les gens qui étaient là m'avaient dit, un truc, hein, surtout ne franchis pas cette ligne, parce que dès que tu as franchi cette ligne, c'est en Corée du Nord. Je dis oui, bien sûr. Voilà. Bon, le problème, c'est que... Ce genre qui m'intéresse. Voilà, donc le problème, c'est que Alio-Marie, elle s'avance avec les officiels. Donc moi, je suis devant, je fais des photos, je recule. Et évidemment, je franchis la ligne. Et alors là, j'entends un cri, arrête! Et puis un type qui vient me prendre, qui me dit, mais tu es fou, tu viens de passer en Corée du Nord. Je regarde la ligne, j'avais mis un pas. Et donc, ça a été toute une histoire. Oh là là, mais alors il y avait un journaliste de l'AFP qui était là, qui dit, oh là, je vais faire une dépêche spéciale pour dire qu'il y a eu un incident à la frontière. Alors, tous les officiers étaient là, on va peut-être se calmer, on va attendre, on va regarder la réaction de la Corée du Nord. Si eux font quelque chose, on pourra peut-être faire aussi une dépêche. Mais là, s'ils ne font rien, on va laisser tomber. Et bon, il ne s'est rien passé. On n'a pas eu de communiqué. Mais t'as eu, ok. Donc là, on est à Bombay, là pareil, en Inde. L'intérêt de l'Inde, c'est qu'en Inde, on peut photographier. Alors les gens sont d'une gentillesse. Et jamais vous ne verrez quelqu'un qui vous dira pas de photos. Que ce soit dans la misère, des gens miséreux, les gens se laissent photographier. C'est un vrai bonheur pour les photographes. Alors que dans d'autres pays, par exemple en Afrique, vous faites des photos, le type arrive, non, pas de photos, tu voles mon âme. Enfin voilà. Là, l'Inde, c'est un peu tous les pays asiatiques, en Asie, en Vietnam aussi, c'est un bonheur de pouvoir travailler là-bas. Alors, on parlait tout à l'heure de cette capacité en une image de raconter une histoire. Ouais. C'est un petit peu ce qui est illustré là-dessus. Alors là, voilà, donc c'est l'exemple même de photos où on essaie de tout mettre dans un cadre. Alors là, par exemple, c'est l'adieu boss, c'est l'enterrement, c'est la sortie du cercueil de Bernard Tapie. On ne sait pas qui est dans le cercueil, mais on voit adieu boss, on voit la tête de Tapie. Et puis il y a les gens qui portent son cercueil. Il y a Papin, il y a Borloo, il y a Lelouch. Donc ça résume bien les amis de Bernard Tapie qui sont là pour son enterrement. Et tout est résumé sur une seule photo. Donc ça, c'est le job. Ça, c'est le job. Là, on a l'enterrement de Belmondo, où il y a un fan qui s'est déguisé en un de ses personnages, et qui est aux Invalides, et qui le salue avec son chapeau de forme. Magnifique, quoi. Donc voilà. Et là, c'est l'enterrement de Johnny Hallyday à la Madeleine. Là, c'est pareil, c'est la sortie du cercueil. Et puis, on a le portrait de Johnny Hallyday pour rappeler que c'est lui qui est dedans. Voilà. Alors là, on est dans un autre chapitre, c'est politique française. On a donc Nicolas Sarkozy qui est à l'époque il est ministre de l'Intérieur, et puis on a Raffarin qui est Premier ministre. Et il y a un déplacement qui est prévu en Corse, à Bastia. Ils doivent rencontrer des gens, etc. Et manque de chance, les indépendantistes ne sont pas du tout d'accord avec leur arrivée, donc ils bloquent l'aéroport. Et donc,
C'est rare, ça. C'est quand même assez rare. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont bloqués à l'intérieur de l'aéroport. Donc les gens qui devaient rencontrer sont là, donc ils sont obligés de monter sur des chaises en plastique pour leur parler. Donc on est dans une situation comme assez dantesque. On se demande comment c'est possible d'arriver à une telle situation. Mais quand on suit des Miss, on peut tomber sur des histoires assez extraordinaires. Je crois que l'histoire extraordinaire, tu as Là, voilà, là également. on est sur l'histoire, la rivalité entre Villepin et Nicolas Sarkozy. Donc il y a des journées parlementaires qui sont organisées à la Baule. Il doit y avoir une rencontre Villepin et Sarkozy le matin dans un restaurant qui donne sur la plage. Et Sarkozy, là, il est un peu malade, il attend, etc. Et tout d'un coup, on voit arriver Villepin, torse nu, qui court sur la plage, qui à un moment donné part à gauche dans l'eau pour aller faire quelques brasses et ressortir tel un vainqueur et se diriger vers Sarkozy pour le rencontrer. Donc voilà, ça c'est une image qui a été montée par les communicants de Villepin pour montrer la force de Villepin face à Nicolas Sarkozy. Et là, bon, c'est pareil, là c'est vraiment... Dans ce métier-là, il faut avoir de la chance. La chance, elle joue. Un photographe qui n'a pas de chance, là c'est vraiment de la chance. On sait qu'on est à Évian, c'est pareil, des journées parlementaires. On sait que Villepin court, on sait que Sarkozy court. Alors donc on a repéré, Villepin est déjà parti, Sarkozy non, alors qu'est-ce qu'on fait? On l'attend, ou est-ce qu'on peut essayer d'avoir les deux? Donc finalement, moi je décide de me positionner à l'hôtel, et au moment où Villepin revient, eh ben, Sarkozy sort. Heureux hasard, et je suis là, j'essaie de faire la photo. Bon, j'arrive à faire cette photo, mais vraiment, Villepin est plus ou moins net, de Sarkozy, c'est pareil, mais c'est un espèce de document, et c'est vraiment le hasard qui fait qu'on fait cette photo. Et comme quoi une photo floue peut passer également. Et exactement, c'est pas parce qu'elle est floue que la photo ne passera pas. Alors, si je comprends bien, celle-là, c'est coup de bol. Celle-là, tu as plutôt évoqué que c'est une image créée par des communicants. Exactement. Et toi, au milieu, tu es comment là, moi, c'est créé par des communicants. Je fais des photos, on diffuse, parce que ça fait partie de l'image politique. Évidemment, on est parfois manipulé par les communicants qui montrent des images, mais on les fait, parce que elles sont là pour être diffusées, ces images. Et puis des fois, tu fais à côté. Et parfois, on essaie... Alors, souvent, il faut se dire, il y a une très belle phrase de Jean-Claude Couteuse qui dit faire des photos, c'est aussi désobéir. Ben oui, c'est désobéir à ce que disent les communicants, et essayer de se passer un peu plus à droite, plus à gauche, et de faire autre chose. Bon, voilà, c'est un peu la recherche aussi de notre métier. Donc là, on est avec Carla. Là, on a vu que ça a évolué. Ouais. La première partie, on était plutôt avec du film, puis du scan. Ouais. Dans tous les cas, les images rentrent dans des flux, s'additionnent, les images se perdent. Il ne faut pas les perdre, il faut les légender, il faut les référencer. Et bien, exactement. Et pour ceux qui nous suivent, parle-moi un petit peu de tout ce qui est IPTC. Alors après, voilà, les champs IPTC, c'est légender la photo et mettre des mots-clés. Parce que faire une photo sans mots-clés, sans légende, enfin bon, c'est une photo qui est perdue. Là, bon, c'est pas très... On sait que c'est Carla Bruni, bon, ok, mais si vous avez, par exemple, fait une photo de deux personnes et on en connaît une et qu'on n'en connaît pas l'autre, vous avez quand même moins de chances de la vendre s'il n'y a pas les deux noms de famille sur cette photo. Après, il y a les mots-clés, c'est des gestes. Hein. Est-ce que c'est en plan? Est-ce que c'est un plan américain? Est-ce que c'est un portrait? Est-ce qu'il y a un geste? Est-ce que la personne fait un geste? Est-ce que le type il est en train de sourire? Enfin voilà. Est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il est triste? Enfin voilà. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on est obligé de mettre dans les mots-clés. Et par exemple, quand on fait une conférence de presse d'un homme politique, on essaie d'avoir le maximum d'attitude. Le type en train de rire, sourire, triste, en train de se poser des questions, etc. Parce que ça va illustrer toute une palette d'attitudes d'un homme politique. Et donc, le jour où cet homme politique sera en difficulté, évidemment, le journal va plutôt passer une image où il fait un peu la tronche, la tête baissée, etc. Ou si ça réussit, si c'est une réussite, plutôt le type un peu fier de lui, enfin rigolard. Donc voilà, nous notre truc, c'est de faire une palette de photos pour que le magazine puisse trouver la photo qui va pouvoir illustrer son papier. Je crois que c'est intéressant là, pour nos amis qui nous suivent, ensuite de resituer ton travail, parce que toi, tu es plutôt magazine, contrairement aux agences télégraphiques. Voilà, alors... AFP, voilà, il y a deux types d'agences. On est d'accord, vous êtes à côté, mais c'est deux métiers différents. C'est un peu deux... Ça se rejoint par moments, mais c'est un peu deux métiers différents parce que les agences filaires, que ce soit AP, AFP, PA, c'est des agences qui ont besoin d'avoir les photos tout de suite. C'est-à-dire qu'elles travaillent pour des quotidiens, pour des sites web aussi, etc. C'est-à-dire qu'ils font la photo et maintenant, évidemment, avec les techniques qu'on a, on peut transmettre la photo de son boîtier à un éditeur qui est au bureau, qui va faire en vitesse la légende et qui la balance tout de suite.
Donc ça va dire, en l'espace de 5 minutes, la photo, elle peut être en ligne. Moi, je peux faire la même chose, mais je le fais rarement. Je le fais que si ce sont des événements très importants, je sais qu'il y a des bouclages, etc. Sinon, la plupart du temps, je travaille en RAW, ça veut dire que à un moment donné, après, je traite les RAW, je fais un choix, je travaille chaque photo, je refais les niveaux, etc. Je recadre, ce que font pas les confrères de ces agences filaires. Donc, c'est un autre travail et qu'on vend beaucoup plus, nous, au magazine. Mais les agences filaires vendent aussi au magazine. Ce qui veut dire, c'est toi qui as la responsabilité, en fait, de légender tes images. Alors moi, j'ai la responsabilité de tout. Parce que moi, une fois que j'ai traité la photo, je fais la légende, je mets les mots-clés, et la photo que j'envoie, elle est directement mise en ligne. C'est-à-dire que là, s'il y a une erreur, je peux la rectifier quelques heures après, mais elle est en ligne avec l'erreur. Donc voilà. Donc il faut être rigoureux. Mais ça n'empêche qu'on fait tous des erreurs, ça arrive. Donc là, tu disais que c'était plus lucratif en fait de photographier Carla que de là, photographier... on est évidemment, là c'est Sarkozy, Carla, évidemment, dans les placements Sarkozy, Carla, qui est-ce qui se vend? C'est Carla, c'est pas Nicolas Sarkozy. On vend beaucoup plus de Carla, donc on se focalise sur Carla, on la suit plutôt elle que Nicolas Sarkozy. Ça aurait été commercial. Voilà. Haute photo. Haute photo, oui, alors ça c'est François Hollande en visite au Mexique, qui lui est plutôt le côté bon vivant et qui se laisse assez facilement approcher. Et puis là, on visite, je ne sais pas pourquoi, mais il part d'un éclat de rire. C'est des moments comme ça qu'on arrive à saisir. Mais je ne pourrais même pas dire qu'est-ce qui le fait rire, je ne sais pas. Et donc voilà. Alors là, on est à un autre moment, c'est donc François Hollande c'est le 8 mai. Et donc c'est la première fois que Macron vient d'être élu président. Mais c'est toujours Hollande qui est président. La passation de pouvoir n'avait pas encore eu lieu. Mais François Hollande l'a invité pour les cérémonies du 8 mai. Et donc là, c'est un peu symbolique. C'est Hollande qui montre à Macron, on va passer là, on va saluer les membres du gouvernement et qui guide un peu Emmanuel Macron dans son cheminement lors des cérémonies du 8 mai. Là, on est sur un G20 en Argentine. Là, c'est une différence de traitement. Là, c'est Poutine qui attend Macron. Et les équipes de Poutine nous ont toujours laissé, c'est assez surprenant, mais travailler comme ça, même si Poutine attend, parle avec ses conseillers, ses ministres, on a toujours pu travailler assez librement avec les Russes. Contrairement avec les Français, par exemple, j'ai eu des scènes comme ça avec François Hollande. Poutine, je l'ai fait 5 minutes avant, il attendait, il n'y a pas de problème, on a fait tout ce que vous voulez comme photo. Et puis il est arrivé le même problème avec François Hollande. Et puis donc François Hollande qui attendait, qui discutait, tout ça. Et puis je fais 2-3 photos, puis tout de suite il y a un conseiller qui dit, mais qu'est-ce que tu fais comme photo là? Je dis, je fais François Hollande qui attend. Non, attends, tu les fais quand il sera avec Poutine. Et donc on a été viré de la chambre, voilà. Et évidemment quand les deux sont réunis, on dit, là, vous pouvez y aller. Donc on arrive devant deux types qui vous regardent, bonjour, voilà. Bon, la photo est inintéressante au possible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand il y a le mouvement, quand ils arrivent, non, les communicants, eux, ce qu'ils veulent, c'est souvent des images propres. Il ne faut pas que ça dépasse à droite ou à gauche. Donc voilà. Là, c'est pas de danse entre Trump et Macron à l'Élysée. Voilà, c'est des instantanés. C'est une photo qui est faite à la fin de la conférence de presse. Ils se lèvent tous les deux, il y a un geste. Ça, c'est une photo qui est typique, qui est intéressante pour nous. Après, il paraît qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans le bureau Oval, où tu as Trump qui enlève un cheveu sur la veste de Macron. Voilà, c'est le genre d'image que nous, on recherche. Allez, on continue. Ça, c'est le vaccinodrome. Là, on est en plein Covid. On est en plein Covid, et donc, il y a un vaccinodrome qui a été monté dans la banlieue de Paris, dans le Vélodrome national. Donc là, c'est illustré le vaccinodrome et c'est un vélodrome. Donc il se trouve qu'il y avait des cyclistes qui passaient, qui s'entraînaient. Donc avoir l'image du cycliste et le vaccinodrome derrière, c'est une illustration sur ce vaccinodrome. Et toujours le Covid. Alors ça, c'est une conférence de presse de Barbara Pompili. Donc on est en plein Covid. Alors là, c'est extraordinaire. Donc il y a 2 personnes qui sont convoquées. Il y a un journaliste qui est donc devant là, qui pose des questions de ses confrères. Et puis il y a un photographe qui est invité pour faire les photos. Donc la chaise à côté, c'est ma chaise. Et c'était pour moi pour faire les photos de la conférence de presse. Alors évidemment, moi mon premier truc, c'est de montrer cette salle vide avec ces 2 chaises. C'est comme assez comique. Et on se demande comment les communicants peuvent monter une histoire. Enfin, ne pas penser à ce qui va arriver derrière, évidemment. Donc voilà.
Là, on est sur les gilets jaunes, les manifestations des gilets jaunes. C'est sur les Champs-Élysées. C'est des manifestations qui, à chaque fois, qui ont souvent dégénéré. C'est violent, il faut faire attention. C'est violent. Les gilets jaunes peuvent s'en prendre de photographes. La police, bon. Tout ça, c'est compliqué à gérer. Et surtout que... Et le journaliste citoyen. Le journaliste citoyen est arrivé là-dessus. Le journaliste citoyen, c'est tous ces gens qui sont avec un iPhone et qui veulent filmer toutes les scènes de violence, etc. Alors, les types, la plupart du temps, se mettent à 2 mètres des CRS, et puis ils sont là avec leur iPhone, et puis ils attendent que ça dégénère, qu'à un moment donné, le CRS, ça l'énerve qu'il y ait 2 mecs devant lui, ou balance sa matraque, et là, pour eux, c'est le buzz, ça assuré, donc ils sont ravis. Mais nous, en tant que photographes, c'est hyper compliqué de travailler avec ces gens-là parce que d'abord, ils sont toujours dans le cadre, ils sont toujours devant. Nous, il faut qu'on essaie de se décaler, on est obligé d'être très près. Il y a 10 ans, les manifs, il y a eu des manifs violentes. On n'était pas au 24 devant les CRS, hein. On était plutôt au téléobjectif assez loin et on faisait de bonnes photos, hein. On les faisait quand ils chargeaient, etc. Mais on était loin, on se protégeait quand même. Là, maintenant, on est obligé d'être vraiment devant. Et tu te mets en danger, quoi. Et on prend des coups, comme d'ailleurs les journalistes citoyens en prennent aussi, d'ailleurs. Donc voilà. Ouais, tu les aimes pas. Je les aime pas. Il y en a un peu beaucoup maintenant. C'est toujours le même problème, hein. Sur une manifestation, il y a au moins 50 ou 60 personnes qui sont là avec des... Enfin, c'est quand même... c'est gênant, quoi. Enfin, moi, ça me gêne. C'est libre à eux de travailler, je ne veux pas les empêcher, hein. Mais pour faire mon travail, c'est un peu gênant. Mais vous n'avez pas la même finalité. Toi, tu es là pour alimenter l'histoire. Voilà. Mais un bain de foule, par exemple, maintenant, un bain de foule avec un président, avant, c'était une signature. Maintenant, c'est tous des selfies, ça. C'est pareil, il faut jouer avec. Donc, on est obligé de s'adapter à tout ça. C'était peut-être des marqueurs de l'époque. Voilà. Maintenant, les photos Macron avec des selfies à travers deux iPhones, ça fait une image aussi. C'est différent, mais on s'évolue. On s'adapte au phénomène. Tu as commencé au F, tu as continué au Z9. J'ai eu la chance d'avoir le Z9 en fin de campagne Macron. Bon, elle n'a pas duré longtemps, tu me diras. Mais voilà, on est sur le champ de Mars. Je n'ai pas suivi. On est sur le champ de Mars. Et c'est Macron qui embrasse la main de Brigitte et qui va faire après son discours. C'est à la fin de son discours pour remercier les Français de l'avoir élu. Et là, on te voit travailler. Voilà, là, on voit travailler. C'est 2 jours après, on est à Cergy, déplacement de Macron qui a été décidé au même moment. Là aussi, c'est pareil. On part avec les boîtiers, l'ordinateur, parce qu'une fois que le déplacement est terminé, on traite les photos et on envoie directement à l'agence. Contrairement aux copains des agences télégraphiques qui, eux, ont déjà envoyé. Là, il faut dire, eux, à chaque fois qu'ils font une photo, ils envoient. Avant d'attaquer la deuxième partie, plus rapidement, parce que les retourne, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Pas de questions? C'est limpide. Et puis, je n'ai pas vu tomber de questions non plus dans le fil. Et bien, on va continuer alors. Parce que justement, il y a les photos contractuelles que tu dois faire pour ton employeur, pour que les magazines aient de la matière première, puissent raconter des histoires. Et puis toi, tu m'as dit, moi, en tant que photographe, j'ai plaisir à faire de l'image, j'ai plaisir à travailler un œil, et c'est l'objet de cette deuxième partie. Voilà. Alors, avec les réseaux sociaux qui sont arrivés, il y a un moment donné, je me suis dit, mais parce qu'évidemment, il y a des photos qu'on fait, c'est difficilement diffusable. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, l'intérêt, c'est Instagram, c'est tous ces réseaux sociaux, où tu peux mettre des photos que tu as choisies et puis qui sont décalées par rapport à l'événement. Là, par exemple, c'est typique. On est à N'Djamena, on attend le président Macron, 2 heures de retard. Déjà, on est sur le tarmac, 30 degrés. Et il y a la fanfare tchadienne qui est là pour jouer, mais qui est comme nous, qui attend. Il fait chaud, ils sont fatigués, donc on est en Afrique. Les types, il y en a qui s'allongent sur le tarmac. Voilà. Et ça, c'est une image typiquement hors cadre. Bon, après, elle peut être diffusée, elle a été diffusée, cette image, mais il y a d'autres images qui sont parfois un peu plus difficiles à diffuser. Ça, c'est pareil, c'est sorti des syndicats à Matignon. Alors, c'est toujours après, il y a le petit jeu comme ça, qu'est-ce qui va parler en premier? Donc, là, on a Berger qui parle avec Martinez, après toi, Manon, vas-y. Donc, chacun se renvoie un peu la balle. Et ça fait des images comme assez marrantes, qui sont drôles. Là, c'est Martinez à la sortie d'une rencontre avec Macron. C'est pareil. C'est des attitudes. Bon, Martinez, il se tient dans les fronts. On ne sait pas pourquoi, mais
Nous, les photographes, on est là, évidemment, on fait la photo. Hein. Ça illustre tellement de choses, ça peut illustrer tellement de choses en disant Martinez, tu t'imagines la légende, je viens de rencontrer Macron, mais j'en peux plus, quoi. Donc voilà, c'est un peu le jeu. Là, c'est encore lui, malheureusement, c'est tombé plusieurs fois sur lui. Là, c'est une sortie de Matignon, pareil, et puis là, il a failli se casser la figure. Bon, j'ai fait la photo parce qu'il a dérapé sur la marche. Donc, mais ça, c'est des images un peu qui font sourire. Donc, et on les fait tous. Hein. Alors, parmi les choses qui font sourire, tu as également des questions qui arrivent dans le flux où il y a Ouais. Laurent qui s'excuse du retard. Il y a un certain Philippe qui dit que tu parles bien, mais comme il a le même nom de famille que toi, j'ai des doutes. Il y a Ouais. Camille, par contre, qui souhaite savoir avec lequel des présidents tu as pris le plus de plaisir à travailler. Ah, ben, chaque président est différent. J'ai de très très bons souvenirs avec Chirac. Jacques Chirac, lui, c'était un président qui était. On a beaucoup aimé travailler avec lui. Moi, après, bon, bah, les présidents sont différents. Hein. Sarkozy, c'était quelqu'un de différent. Hollande aussi. Alors, il y Macron, a on a des Claude plaisirs qui veut aussi. savoir quelle est la photo que tu aurais aimé faire et que tu regrettes de ne pas avoir faite. Oh là, j'en ai plein. Il y en a une par jour. Ouais, il y a toujours des photos, on voit des choses. T'as pas la bonne optique. T'étais pas prêt. Tu dis, oh, voilà. Donc, il y en a plein. Je sais pas comme ça d'images qui me viendraient, mais. Après, il y a d'autres questions sur le matériel, on va les garder pour la fin. Ouais. On Donc continue là, dans, on est à dans ce côté l'Élysée. décalé. Pareil, à l'Élysée, là, on attend un événement, je sais même plus lequel. Et puis là, tout d'un coup, il y a ces rideaux rouges. Et puis là, tout d'un coup, il y a un cuisinier, un serveur qui regarde pour voir où c'en est, parce qu'il attend de servir. Donc voilà, c'est le genre de. Là, c'est une passation de pouvoir. Je ne sais plus laquelle c'est, mais bon, le tapis rouge est là. Il y a un type qui est là pour balayer, pour que le tapis rouge soit impeccable. Et bah, le décalé, c'est de faire. Alors, il y a les photographes qui font le type qui balaye avec les listes derrière. T'es sûr que parmi ceux qui sont là, ils sont pas là? Il y en a peut-être quelques-uns qui sont là. Je me demande, tu vois, qui sont présents. Mais évidemment, ces genres de photos, on aime bien faire, quoi. Enfin, bon, c'est du décalé. Ça, voilà, c'est typique Ça, c'est le photo. communicant, il n'aime pas ça. Le communicant, il n'aime pas ça. Évidemment, quand quelqu'un sort d'une voiture, il fait des gestes, il met sa veste. Donc, bah, ça donne des attitudes comme ça. Nous, moi, je trouve cette photo extraordinaire. Je la trouve. Enfin, il y a l'impression qu'il va s'envoler. Voilà. Il y a le même genre de photo qui était faite avec Macron, mais les communicants étaient comme des fous. Ils ont dit, mais on a été interdit de faire les sorties de voiture pendant un mois ou deux. On ne pouvait plus dire, non, non, faites pas de photos là. Parce que les types avaient peur de voir cette image de Macron qui met sa veste et qui pourrait faire des gestes un peu emblématiques. Donc voilà, c'est ça la relation qu'on a avec les communicants. C'est parfois, c'est pas simple. Hein, c'est Non, mais compliqué. là, t'écouter, je suis en train de réaliser de l'importance en fait de suivre les photographes sur Instagram pour avoir un œil différent. Ah et pour ben, il y a pouvoir souvent d'autres des choses. photos un peu décalées qui sont mises sur Instagram. Donc là, ça c'est un déplacement que j'ai fait pour la première fois que j'ai rencontré Macron, mais il n'était pas président, il était ministre de l'économie. Et donc il était allé visiter Alstom, donc il a très bien joué le jeu, il a mis la casquette, Il a posé. il a posé, il est monté dans le TGV à la fenêtre et tout. Bon, pour nous, c'était. Et là aussi, bon, alors ça c'est en pleine période du Covid. Bon, c'est quand même une photo assez étrange, tout est blanc autour, sont masqués. C'est un peu une scène surréaliste. À gauche, on ne le voit pas, mais tu as Castex qui fait une conférence de presse, et tu as les ministres qui sont là pour intervenir, pour développer le discours de Castex. Ce qui est formidable, c'est de voir ce fond blanc, ces masques. Enfin, pour moi, c'était une image assez extraordinaire. Donc ça, c'est sur les Champs-Élysées et le dîner en blanc. Alors les Champs-Élysées, la fameuse descente des brebis, des moutons sur les Champs-Élysées, c'est toujours un moment assez joyeux. C'est gonflé quand même d'associer ces deux images, non? Oui, enfin bon, mais pourquoi pas, les deux sont drôles, parce que bon, les brebis, il faut faire gaffe, parce que quand elles chargent, donc Les faut faire dames en blanc, attention. Voilà. les dames en blanc chargées, non? Et non, les gens, le dîner en blanc, le plus dur à l'époque, c'était de trouver quand ça se passait. On n'avait pas les infos. Bon, maintenant, avec Instagram, c'est plus simple. Hein. Dès que ça commence, on est tout de suite au courant. Moi, j'avais toujours eu le rêve de faire ce dîner en blanc. Donc, il y en a eu un qui s'est déroulé aux Invalides. Je crois que depuis 2 ans, il n'y en a plus eu. Mais donc, je me suis précipité aux Invalides pour faire cette photo. Là, c'est sur les Champs-Élysées. C'est pareil, c'est une cérémonie qui doit se dérouler sous la statue de Charles de Gaulle, remise de Gerbe. On attend, on est en avance, on est toujours en avance, une heure avant. Donc, on tourne, on s'ennuie un peu. Il y a ces Champs-Élysées vides, et puis tout d'un coup on est là, et puis tout d'un coup tu vois un cycliste qui passe, ben, tu fais la photo parce que tu trouves ça drôle. Là on est sur le défilé du 14 juillet. C'est graphique. C'est graphique, ben, c'est tous les militaires étrangers qui sont invités sur le défilé. Il y a évidemment c'est ça, des avions, et là on est au ministère du Travail, et ben, c'est un jour,
on était là pour une réunion et on est arrivé assez tôt. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois dans l'entrée cet aspirateur, 100 personnes. Bon, tu fais cette image. Comment vendre cette image? C'est assez décalé, c'est difficile de la vendre, mais bon, on l'a fait. Maintenant, je la fais et je la mets sur Instagram. Une question qui arrive justement. Quel avenir, c'est Claude? Quel avenir tu vois pour le photojournalisme? Ah bah il y a un avenir, il y aura toujours, on aura toujours besoin de photojournalistes. Bon après, il y en aura peut-être moins qu'avant. Maintenant, ça s'est démocratisé parce qu'effectivement, tout le monde peut avoir un appareil photo, tout le monde peut avoir un ordinateur et tout le monde peut diffuser sur Internet. Et un amateur peut s'inscrire, peut aller dans des collectifs qui vont mettre ses photos au même niveau que moi, photographe d'une agence comme Sipa Presse. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent être photojournalistes. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens à l'arrivée, parce que le problème d'un photographe, c'est... Mais c'est quoi justement un bon photographe de presse? Un bon photographe de presse, c'est pas de faire une bonne photo un jour, c'est d'en faire régulièrement des bonnes photos. Parce que les photos, il faut les vendre toutes les semaines. Donc, un amateur peut faire un jour une photo extraordinaire qui va peut-être vendre. Bon, mais après, il faut durer. C'est sur la longueur qu'il faut tenir et c'est se remettre en question, traiter les images un peu différemment, avoir son propre style. Il y a des photographes qui... moi, maintenant, je travaille plus avec un flash, parce que bon, je m'en passe. Mais rien n'empêche à un moment donné qu'un photographe décide de revenir avec des flashs, et puis avec un flash, et puis travailler avec son propre style. Et avoir une autre écriture. Une autre écriture. Eh ben, ça peut passer. Il y a des quotidiens, des magazines qui peuvent prendre l'image. Tu rejoins la question de William également, qui était curieux de ton matériel. En fait, toi, tu as eu tous les Nikon. J'ai tout eu. J'ai tout eu. Non, j'ai par exemple pas eu de F6 parce que je me suis arrêté au F5, voilà. Et puis après, je suis passé à tout ce qui est. Maintenant, je suis passé à tout ce qui est hybride. J'ai un Z6 et j'ai un Z9. Donc voilà, je travaille avec ces deux boîtiers. Il me reste un D5 que je vais m'en séparer parce que je ne vais plus m'en servir. Et puis là, je commence à renouveler mes optiques puisqu'il faut des nouvelles optiques. Bon, les anciennes fonctionnent, je vous rassure, des bagues, elles marchent très bien avec les hybrides. Mais je vais commencer à m'équiper un peu en... Le matériel, c'est toi qui achètes, c'est pas l'agence. Alors maintenant, c'est moi qui achète. Avant, c'était l'agence. Alors parfois, l'agence finance une petite partie. Mais le matériel m'appartient. Est-ce que nous avons des questions dans le public? Est-ce que tu crois que pour conclure, tes copains viendraient derrière nous? Ah bah peut-être, oui. Allez, messieurs, voilà, allez, appelle-les par leur nom, ils vont être obligés de venir comme ça. Bassignac, ce sera avec plaisir. Non, mais venez derrière moi, non Ils ne sont pas solidaires, hein. Allez. Allez. Et pendant qu'ils arrivent, une question donc, il y a Gilles Bassignac, M. Calvé et Christophe Petit-Tesson. Voilà. Et respectivement, quel média? Alors lui, c'est indépendant. Lui, c'est Mediapart. Et moi, je travaille pour l'agence EPA. EPA. L'agence télégraphique. Voilà. Merci, messieurs, de l'avoir soutenu. Dernière question pour conclure, que je pose à Jacques, mais que je pourrais vous poser également. Êtes-vous des photographes heureux? Ah, complètement. Pour moi, c'est un métier formidable. J'ai dû visiter, je ne sais pas, 120 pays dans le monde. Donc, c'était un bonheur total. Je n'aurais jamais fait ça si je n'avais pas été photographe. Donc, oui, pour moi, le métier de photographe, c'est le plus beau métier du monde. Voilà. Vous partagez? Surtout quand on a eu la chance de rencontrer des gens comme Jacques, que j'ai toujours connu quand j'ai commencé, puisqu'il a toujours été là depuis le début. Moi, j'ai commencé à la fin des années 90. Donc, en écoutant Jacques, j'ai été vraiment impressionné par tout son parcours. Et nous qui sommes un peu plus jeunes, ce qui est important, c'est de s'inscrire dans cette histoire du photojournalisme. Il y a eu des gens avant Jacques, il y a nous maintenant, il y aura d'autres gens après. On a appris de tous ces gens-là et on continue à faire vivre notre métier. Excellent. Autre chose à rajouter? Tout est dit. Tout est dit. En vous remerciant tous de nous avoir suivis, le replay sera prochainement disponible sur Instagram et sur la chaîne YouTube. Une belle journée à tous. Merci Jacques. Merci à Nicole. Pour te suivre, ton Instagram c'est Jacques8@yahoo. Non, attends, Jacques8 non, Paris. Ça c'est ton mail. Jacques8 Paris, voilà, Instagram. Instagram directement. Voilà, exactement. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.